Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour et merci de nous avoir rejoints ou d'être restés pour cet échange avec la salle après l'enregistrement que nous avons fait ici à la Fondation Jan Michalski, que je remercie encore une fois de son hospitalité. Et nous, c'est Jacques Pillet, journaliste, ancien rédacteur en chef de l'Hebdo et du nouveau quotidien devenu Le Temps, et éditorialiste sur le site bonpourlatête.com, Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique, Richard Verly, correspondant à Paris de Blick.fr, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous avons donc consacré nos deux sujets de dimanche dernier, d'une part à l'Ukraine et à la question de savoir si oui ou non la guerre entrait dans un nouveau genre ou une nouvelle nature, et puis à la situation de la gauche en Amérique latine à partir de la situation brésilienne. Il y a d'ores et déjà une question ou une intervention, monsieur. Alors bonjour et merci. J'aurais en fait deux questions qui ont les deux trait à l'Ukraine, à la situation actuelle. Je reviens sur la négociation et le deuxième point, c'est les réparations. J'écoutais encore très récemment une émission de Guillaume Erner, je pense que vous connaissez, c'est les matins, je crois, sur France Culture. Et il avait comme invité un ancien ambassadeur de France qui a longuement parlé du problème des négociations en cas de guerre, et de ce que j'ai retenu, c'est que pour négocier, il faut avoir déjà un perdant et un vainqueur. Tant que ça n'est pas décidé, c'est quasi impossible de négocier. Alors ma question, c'est qu'en pensez-vous ? Et la deuxième question, ça a trait aux réparations. J'ai encore jamais rien entendu sur les réparations qu'un éventuel perdant à ce conflit aurait à rendre à la communauté internationale, puisqu'on a même parlé que des pays non alignés allaient souffrir économiquement de ce conflit. Je pense que les populations européennes deviennent très furieuses aussi de cette situation. Donc il y aura probablement, en parlant de ces réparations, presque de la vindicte qui pourrait arriver et déferler du monde entier. Merci. Richard Verly. L'équation selon laquelle il faut un perdant et donc un gagnant pour la négociation, effectivement, dans l'histoire, ça s'est souvent vérifié, mais il y a une autre possibilité, c'est celle où vous êtes le dos au mur, acculé, c'est-à-dire que la prochaine étape de la guerre vous conduirait à une situation incontrôlable. Et là, je pense à la guerre de Corée. 1953, donc vous savez, la guerre est déclenchée en 1950 par l'invasion de la péninsule coréenne par les forces nord-coréennes soutenues par la Chine. Il y a en 1951 la contre-offensive de MacArthur qui débarque, qui réussit à repousser les troupes nord-coréennes et qui, à ce moment-là, ne l'oublions pas, MacArthur, général américain, demande l'utilisation de l'arme nucléaire. Et met Truman, le président américain, sous pression en disant « la seule manière d'en finir, c'est d'utiliser l'arme nucléaire ». Et donc, à partir du moment où MacArthur, qui d'ailleurs se fait révoquer par Truman, à partir du moment où MacArthur a évoqué l'arme nucléaire, il y a des deux côtés, c'est-à-dire côté nord-coréen et du côté de l'ONU, puisqu'à l'époque, c'est les forces de l'ONU qui interviennent en Corée, le sentiment qu'on est sur un engrenage qui peut devenir infernal. Et donc, à ce moment-là, on aboutit à une négociation qui ne finit pas par un accord de paix, je le rappelle, mais qui démilitarise une zone qui continue aujourd'hui de traverser la péninsule coréenne. Donc je pense que si on regarde ce qui se passe pour l'instant, je dis bien pour l'instant, entre l'Ukraine et la Russie, me semble-t-il, on est plutôt dans ce type de scénario, c'est-à-dire où la négociation, elle est obligatoire pour ne pas tomber dans un autre stade que plus personne ne maîtriserait. Sur la question des réparations, là j'ai beaucoup moins d'idées, mais je crois qu'à partir du moment où, imaginons-le, une solution serait trouvée, et où la Russie réouvrirait le robinet énergétique à des prix abordables, rien que ça, ce sera perçu comme une réparation. Lucille Schmid. Oui, je crois que c'est quand même assez fictif de dire qu'il n'y a que l'Ukraine mène seule sa contre-offensive contre la Russie. On voit bien, d'ailleurs on a longuement parlé de la question des armements, de la fourniture d'armements à l'Ukraine. On sait que les États-Unis ont un rôle majeur dans ce conflit, à travers la fourniture d'armements, à travers les positions très strictes de Joe Biden. On voit bien la façon dont Volodymyr Zelensky demande de la fourniture des armes. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas
Russie et Ukraine seuls. Je pense que ça, c'est un point important. Et sur cette question de la négociation, ça me semble être justement un point sur lequel, alors on ne sait pas ce qui est en train de se passer en termes de tractation. Il y a toujours aussi, je ne sais pas ce que disait cet ancien ambassadeur, mais il y a toujours aussi, par rapport à ces négociations, des éléments secrets, des choses qui ne sont pas de l'ordre de la communication. Et ça me semble évident que les États-Unis jouent un rôle, comme l'a rappelé Richard Verly, fondamental par rapport à ça. Moi, je répète ce que j'ai entendu du président de la République française et d'Emmanuel Macron. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'adressait aux Français pour leur dire « il y aura des négociations ». Donc, est-ce que c'était parce qu'on est dans cette situation, comme vous le dites, les sociétés européennes commencent à être très tendues, et que pourrait-on dire lorsqu'on est égyptien et que les prix du pain ont été multipliés par 4 ? Donc il y a ça, mais derrière ces termes qui sont utilisés de façon abstraite, il y a évidemment des choses qui sont en train de se passer, et je crois qu'on ne peut pas considérer que l'Ukraine décidera seule qu'elle doit gagner la guerre, ou que Vladimir Poutine décidera seul qu'il va gagner la guerre. Jacques Pillet. Je crois qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait un vainqueur, un perdant. D'ailleurs, quels seraient les critères pour décréter que l'un a gagné ou a perdu ? Et n'oublions pas qu'au tout début de la guerre, au mois de mars, il y a eu une tentative de négociation très sérieuse à Istanbul, où participaient les Ukrainiens et les Russes, qui ont beaucoup progressé vers une solution possible, avec un calendrier même, avec l'idée de faire un référendum en Crimée dans 15 ans, de revenir à un statut d'autonomie du genre des accords de Minsk pour les républiques séparatistes. Il y avait là un début d'entente, mais ces négociations que voulait Zelensky, qui lui-même avait été partisan des accords de Minsk, cette tentative a été interrompue parce que l'aile nationaliste la plus dure des Ukrainiens, et surtout les États-Unis, ne souhaitaient pas la fin de la guerre, mais souhaitaient véritablement qu'elle se poursuive dans le but d'affaiblir les États-Unis. J'aimerais juste dire, historiquement, il y a eu des cas où on négociait avant qu'on sache qui gagnait et qui perdait. C'est quand Kissinger ouvrait des négociations avec le Vietnam du Nord, la guerre se poursuivait au Sud-Vietnam, et néanmoins, il pressentait la nécessité, même alors que les combats avaient lieu, de préparer l'avenir avec une négociation. Avec le succès ou l'insuccès, c'est une autre question. Oui, Mendes France avec l'Indochine aussi, quand il y a eu l'offensive française pendant que se tenaient les pourparlers à Genève. Lionel Zinsou. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer dans la négociation et atténuer le sentiment de la défaite de l'un ou de l'autre, ou du fait d'arrêter l'Ukraine dans un élan vainqueur pour faire prévaloir la paix, notamment son entrée accélérée dans l'Union européenne. Autant pour l'OTAN, c'est peu probable, autant, rappelez-vous qu'il y a eu une décision extrêmement rapide, défiant toutes les procédures, pour l'agrément de leur entrée dans l'Union européenne, qui n'est pas en termes identitaires, territorial, etc., une compensation, mais d'un point de vue économique, un effet considérable. Sur les réparations, si vous voulez, nous allons vers une récession mondiale, des pics d'inflation avec des effets destructeurs de la structure sociale, du revenu des ménages, des coûts des entreprises, et des effondrements monétaires qui sont déjà acquis. Pourquoi ça ne fait pas la une ? Mais c'est déjà acquis. Il y a vraiment une dislocation monétaire très supérieure aux deux crises financières précédentes, la crise de l'euro et la crise de 2008-2009. Bon, dès que cette guerre sera terminée, toutes ces pathologies vont s'effacer. Je veux dire, le dollar ne va pas rester dans la situation dans laquelle il est par rapport à toute monnaie, etc. Et donc, si vous voulez, le monde se réparera comme il s'est réparé après la pandémie de Covid. C'est-à-dire que nous avons eu, en 2021, une extraordinaire, sans précédent, croissance du monde. Quand vous pensez que des pays comme la France ont fait 10% de croissance en valeur, que l'Union européenne a fait 9% de croissance en valeur, dont beaucoup de volume et un tout petit peu d'inflation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire en 2022 ? On va faire peut-être 2%, 2-3% de volume de croissance encore en 2022,
plus 8% d'inflation. Donc on va refaire 10% en valeur. Donc, ça sera pareil. Ça sera une reprise en V, verticale, qui réparera beaucoup de choses dans le monde. Et relever les ruines de l'Ukraine, si vous voulez, ça va très très vite. Moi, je connais l'Ukraine simplement parce que je travaillais chez Danone et on m'a chargé d'aller ouvrir des activités en Ukraine, de créer Danone en Ukraine, d'avoir des usines en Ukraine. Se relever de plusieurs décennies soviétiques et faire aussi bien que la plupart des pays d'Europe de l'Est, dont l'Ukraine, en termes de redressement par rapport à l'Union soviétique, même les dégâts de la guerre, si vous voulez, je ne dis pas que ce sera plus faible que les dégâts d'un régime absolument délirant, mais enfin, il y a une expérience ukrainienne du rebond qui fait qu'en 2-3 ans, ce sera une économie à un niveau très élevé de puissance. Merci beaucoup. Autre question, intervention. Oh là là, myriade de questions. Alors peut-être monsieur là derrière. Voilà, merci beaucoup Natalia. Merci, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas beaucoup parlé des sanctions. Ma question est toute simple. Quelles sont les options de l'Occident en cas de escalade du conflit? Quelles autres sanctions pourrait prendre l'Occident face à la Russie? Quelles sont les munitions qui restent en quelque sorte aux États-Unis, à l'Union européenne? Jacques Pillet. On ne voit pas très bien, jusqu'où pourra aller l'escalade des sanctions, parce que celles-ci sont déjà aussi poussées, par exemple, celles qui sont appliquées à l'Iran. Et on voit de plus en plus que les sanctions, que ce soit dans le cas de l'Iran, comme ça a été le cas, et encore aujourd'hui, de Cuba, ne changent pas fondamentalement la donne. Et si l'économie de la Russie est certes affaiblie, je dirais qu'elle est affaiblie surtout de par sa propre faute, c'est-à-dire par la démobilisation d'une partie de sa population, l'exode d'une partie de son intelligentsia et de sa compétence technique. C'est cela qui affaiblit la Russie beaucoup plus que les sanctions. En revanche, ces sanctions sont en train de provoquer des dégâts considérables qui ont été évoqué tout à l'heure, mais qui, par exemple, dans le cas d'un pays dont on n'a pas prononcé le nom, c'est l'Allemagne, on se trouve dans une situation absolument vertigineuse en ce début d'hiver. Il y a déjà des centaines d'entreprises qui cessent leur activité, qui licencient leurs employés, des milliers annoncent qu'ils envisagent de faire de même. On a un véritable coup de poignard à l'économie allemande, donc européenne, dont on ne se fait pas une idée, qui a été évidemment accentué par ce curieux accident ou attentat sur les gazoducs. Incident qui avait été déjà annoncé à l'avance, aussi bien que par le président Biden que par la vice-ministre des Affaires étrangères américaine, Mme Nuland, ou même par Mme Condoleezza-Rice, qui avait déjà brandi il y a plusieurs années la menace d'abolir ces gazoducs, qui sont l'objet des attaques des Américains depuis de nombreuses années. Voilà, ils ont sauté. On ne sait pas qui c'est. Ces discours ne constituent pas une preuve. On ne sait pas qui c'est. On ne parle plus d'ailleurs, c'est curieux. On n'en parle plus du tout de cet incident majeur. Ça reste un mystère, une énigme. Ah, ils ont sauté. Il y a un méchant qui a mis une petite bombe là à 100 mètres de profondeur. Mais nous ne prenons pas conscience en ce début d'hiver de l'ampleur des dégâts que provoqueront les sanctions anti-russes sur notre réalité. Richard Verly. Oui, un élément de désaccord avec Jacques. Je pense que les sanctions peuvent aller plus loin. Un seul élément, on peut passer du gel à la confiscation des avoirs des oligarques. Je rappelle que pour l'instant, les avoirs des oligarques, que ce soit des avoirs physiques, des propriétés, des yachts ou des avoirs financiers, à savoir des comptes en banque, sont gelés. Gelés, ça veut dire que vous ne pouvez plus y avoir accès, mais qu'un accord de paix les rendrait à nouveau potentiellement disponibles. On peut les confisquer. Comme on l'a fait avec l'Afghanistan. Par exemple. Alors à ce moment-là, je ne cache pas que c'est un élément de
je réponds juste à la question, que peut-on faire sur les sanctions? C'est un élément de destruction économique massive qui aura d'autres conséquences. Mais je veux dire, on peut, en termes de sanctions, aller plus loin que ce qu'on fait en ce moment. La question est de savoir si c'est habile, intelligent, et surtout, si ça fait autant mal aux sanctionneurs qu'aux sanctionnés. Non, ça fait du mal à tout le monde. Lionel Zinsou. En ce sens, il n'y a que des perdants, parce que tout le monde se serait quand même passé de ce qui est en train d'advenir, c'est-à-dire un choc sur le revenu des ménages, un choc sur les coûts des entreprises, une récession alors qu'on était franchement reparti sur une trajectoire très importante. En revanche, il ne faut pas confondre la situation critique d'entreprises allemandes dépendantes d'un certain nombre de composants ou du gaz, etc., qui est un problème conjoncturel. C'est-à-dire, cette conjoncture peut durer 2 ans, mais vous reviendrez à la puissance industrielle allemande. Évidemment, ça fait drôle de voir que l'Allemagne ne va pas avoir d'excédent de commerce extérieur, donc c'est une désorganisation majeure, alors qu'elle venait de battre tous les records historiques connus, d'écraser la Chine dans sa meilleure histoire d'excédents commerciaux. Donc il y avait une puissance exceptionnelle et qui est à terre conjoncturellement pour 2 ans. Tandis que la Russie, elle est en train de s'affaiblir pour plusieurs décennies probablement en main chinoise. Et encore une fois, moi je vous conseille de regarder tout ce qui a pu être écrit sur cette réunion de Samarcande. À Samarcande, c'était vraiment une Chine en train de montrer le chemin de la soumission, mais c'était même vrai du non-verbal à la Russie, avec... Le Turkménistan n'était pas là, qui est le plus gros producteur de pétrole pour la Chine dans cette région du monde, mais le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Estan étaient là, on était en Ouzbékistan, c'était avec une escale du président Xi Jinping par le Kazakhstan, où il a fait une démonstration de force extraordinaire. Je viens ici célébrer le 20e anniversaire des routes de la soie. Et les routes de la soie, ça consiste à faire pivoter toute l'Asie centrale et toutes ses ressources vers, par les routes de la soie, la Chine, et évidemment distendre tous les liens avec la Russie. La Russie est en train de devenir un pays sous-développé, une puissance soumise, complètement soumise à la Chine. Ça, c'est plus que conjoncturel, ce n'est pas ce qui arrive à l'Allemagne. Lucille Schmid. Très brièvement, on a déjà discuté plusieurs fois d'ailleurs dans cette émission sur la question des sanctions, et on sait que cet enjeu des sanctions, c'est une discussion de relations internationales. Vous savez, il y a tout un historique, et il y a une discussion sans fin sur le fait de savoir si elles arrivent à leur but, et en général, elles produisent des conséquences qui ne sont pas prévues à l'origine. Mais il me semble qu'il faut rappeler une évidence, c'est que quand on prend ces sanctions, c'est pour ne pas faire la guerre. Et que l'étape qui peut venir après, et on a parlé tout à l'heure de Joseph Borrell. Joseph Borrell a fait un discours extrêmement dur en disant que si Vladimir Poutine osait faire une frappe nucléaire tactique, eh bien, il fallait qu'il prévoie qu'il y aurait une guerre sans merci, que les pays européens se livreraient à la guerre. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans les sanctions ? Moi, je ne crois pas que ce soit vraiment le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'après les sanctions, il y a la guerre ? Ça, c'est une question qui est ouvertement posée aujourd'hui. Autre question, intervention, j'avais vu là, monsieur, madame. Une question pour monsieur Zinsou, peut-être. Pas forcément tout à fait dans le sujet, mais qui a quand même un lien, je pense. Je voudrais comprendre pourquoi une puissance aussi importante que l'Europe est toujours contrainte de payer son énergie en dollars. Parce qu'en fait, vous payez les fournisseurs dans la monnaie qu'ils acceptent. Et vous observez sans doute que parmi les grands fournisseurs, les pays du Golfe sont en parité fixe avec le dollar, donc utilisent en réalité du dollar. Donc vous ne payez pas le premier producteur, le premier exportateur mondial en rial saoudien, vous le payez en dollars, mais le dollar et le rial saoudien sont en PEG, en parité fixe. Donc vous avez par ailleurs aujourd'hui redevenu un grand exportateur, mais de toute façon le premier producteur, vous avez les États-Unis, dont c'est la monnaie, c'est la seule monnaie profonde. Quand vous fixez un prix, vous avez besoin
d'une masse critique de cette monnaie qui a une très grande profondeur pour les transactions. Parce que si tout d'un coup vous décidez d'acheter cash 10 millions de barils par jour pendant 1000 jours, si vous voulez, ce sont des transactions gigantesques. Hein. Les hydrocarbures, c'est la première unité du commerce mondial. Bon. C'est des transactions gigantesques. Il ne faut pas que, en allant chercher une certaine monnaie pour le payer, vous fassiez fluctuer cette monnaie. Aujourd'hui, vous décideriez d'acheter du gaz en roupies, enfin, vous trouveriez plus de charbon d'ailleurs, du charbon en roupies, si vous voulez, indienne, en allant chercher sur le marché d'échange trop de roupies, vous feriez bouger énormément la roupie. Donc vous avez besoin que ce soit la monnaie des gens qui produisent le plus, et vous avez besoin que ce soit la monnaie la plus profonde pour que même des transactions en milliards de dollars ne fassent pas varier la monnaie. Avec tout le respect que j'ai pour les grands traders suisses, parce que vous savez que parmi les plus grands traders au monde, alors c'est plus à Zug que dans le canton de Vaud, on ne fait pas des transactions de pétrole en francs suisses. Parce qu'on ne peut pas faire baisser et monter le franc suisse au rythme des transactions de masse. Il faut le faire dans des monnaies extrêmement profondes. On ne peut pas se passer du dollar pour ça. Regardez, Mme Liz Truss et son ministre des Finances prennent pas trop de précautions pour un petit collectif budgétaire. La livre sterling s'effondre. On a besoin de monnaie placide et puissante et large. Madame. Alors d'abord, je voudrais vous remercier parce qu'on a quand même effectivement un débat de qualité et puis une belle complémentarité entre les intervenants. Mais quand on a parlé de l'Ukraine, à la fin de cette partie-là, nous avons Jacques Pillet qui nous a, à mon avis, lancé, enfin qui, moi j'ai trouvé, a lancé une réflexion que j'ai trouvée un peu désinvolte en disant, au fond, l'Ukraine ne peut pas gagner. Et ça lui paraissait évident. Donc moi, je voudrais l'avis des autres sur ce point. Merci. Attendez, vérifions d'abord que Jacques Pillet a le sentiment que l'Ukraine ne peut pas gagner. Quelques images quand même. Ouais. Il y a quelques images de grandes armées qui partent défaites, hein, et défaites de façon un peu paradoxale. Donc évidemment, les États-Unis au Vietnam, c'est une sortie négociée, mais c'est clairement une défaite. Tout le monde a en tête la descente du dernier drapeau américain replié par l'ambassadeur des États-Unis quittant Saïgon. Il y a beaucoup plus près de nous le départ, il y a 1 an, de l'Afghanistan, des troupes de l'OTAN, c'est-à-dire pas seulement des troupes américaines, mais enfin de toutes les puissances alliées de l'OTAN. Il y avait eu en son temps l'effacement de l'opération conduite par Colin Powell en Somalie devant les Chebabs, quittant Mogadiscio, et l'ordre a été rétabli plusieurs années après par l'armée kenyane et l'armée éthiopienne. Donc, ça existe, les puissances qui, paradoxalement, partent, et c'est beaucoup d'images que vous avez sans doute en tête, et c'est, je crois, ce sur quoi les Ukrainiens comptent. Quand les troupes sont démoralisées, quand elles ont pas les équipements, elles peuvent aussi repartir. Regardez l'armée rouge d'Afghanistan. Lucille Schmid. Moi, je crois que les Ukrainiens ont déjà gagné et que jamais nous n'aurions imaginé qu'ils tiendraient de cette manière. Alors, comme je le rappelais, c'est aussi parce qu'il y a eu une sorte de solidarité dans la fourniture des armements. Mais rappelons-nous de ce qui s'est passé en 2014 par rapport à l'annexion de la Crimée par la Russie et la façon dont nous avons laissé faire. Donc il y a évidemment là eu une inversion, je dirais, de la forme d'alliance que nous avons avec les Ukrainiens qui s'est manifestée et qui tient certainement à leur courage, à la qualité de communication, comme le rappelait Richard Verly, de Volodymyr Zelensky, qui a été extraordinaire, et puis au fait que Poutine a été beaucoup trop loin et que, avec ses discours, il a dévoilé le visage peut-être que nous ne voulions pas voir. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui, vous savez, tout ce débat au sein de l'Union européenne sur est-ce que Poutine peut être justement une personne avec laquelle on négocie, et ce débat est ouvertement posé. Est-ce qu'on négociera avec Poutine ou avec d'autres personnes en Russie, de l'entourage du pouvoir? Donc je crois que les Ukrainiens ont gagné en remettant en cause beaucoup de certitudes que nous avions sur la Russie et spécifiquement sur Vladimir Poutine. Je crois aussi que
il y a cette espèce... Moi, je crois beaucoup à l'idée que la société russe s'est aussi dévoilée. C'est-à-dire rappelez-vous qu'au début de cette guerre, on nous disait que les Russes soutenaient massivement Vladimir Poutine. Je crois que plus personne ne dit ça aujourd'hui. Il y a 220 000 conscrits. On voit que c'est une catastrophe, que ça a été fait n'importe comment. Tout à l'heure, Lionel Zinsou disait, au fond, la Russie est une puissance sous-développée ou sera une puissance sous-développée. Je crois qu'on a réalisé qu'elle était déjà parfaitement sous-développée. On le savait un peu sur les chiffres économiques, mais on voit bien comment la relation qu'avait Poutine avec son peuple ou avec la société russe, qui reposait sur une forme de passivité de cette société, et le fait qu'il leur assurait un certain niveau de vie, aujourd'hui, le contrat est totalement rompu. Donc moi, je pense qu'ils ont gagné. Après, il y a la question des territoires. Et ce qui s'est passé autour du pont de Crimée a créé une espèce de flottement, même s'il n'est pas assumé au sein des alliés européens et des États-Unis, avec l'idée de, oui, d'accord, mais si on doit négocier, est-ce qu'il faudra négocier sur cette question de la Crimée, qui a déjà été annexée en 2014 ? C'est la question qui est ouverte. Jacques Pillet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en réponse à... Très brièvement, j'ai dit ça que l'Ukraine ne peut pas gagner, mais vous avez raison, sur le plan politique et de l'image, elle a gagné, et même par rapport à elle-même, elle s'est découverte un courage absolument extraordinaire. Mais faisons quand même attention, il y a une partie de l'Ukraine, à l'Est notamment, qui... reste en guerre, et même si les Russes quittent le territoire complètement, il restera en foyer et en abcès. Quant à la Crimée, on ne peut pas imaginer que la Crimée demain revienne sous l'autorité de Kiev sans des tensions, des abcès, des attentats, des guérillas extraordinaires, car les habitants de Crimée se sentent russes, voilà, pour leur grande majorité. Ils sentent peut-être pas heureux de l'autorité de Poutine et du fonctionnement de la Russie d'aujourd'hui, mais du point de vue identitaire, ils se sentent russes. Et j'ai rappelé que cette guerre, elle a commencé en 2014 par une guerre civile, et nous devons quand même songer que toute paix doit considérer ce facteur-là. Car si on se contente, si vous voulez, si on réussissait à chasser les Russes complètement de l'Ukraine, on se retrouverait avec un pays qui souffre d'un abcès très profond. Donc, il faut à la fois gagner la paix et trouver une solution pour que cet abcès soit débridé, en tout cas, et trouve une issue raisonnable, comme on l'a tenté au moment des accords de Minsk 1 et 2 en 2015. Je vous remercie. Je crois que si vous écoutez notre émission le dimanche, vous serez informé de notre prochaine venue à la Fondation Yad Michalski, fondation que je remercie une nouvelle fois pour sa généreuse hospitalité, de même que je vous remercie d'avoir bravé ce mauvais temps pour venir ici ce soir à la Fondation Yad Michalski. Merci et à bientôt.